Boujouane Fares. Vous avez présenté une thèse de doctorat donc intitulée Synthèse et caractérisation de nanostructures d'oxyde de zinc par voie chimique vers un dopage de type P pour des applications en optoélectronique. Les membres du jury ici présents ont évalué votre thèse et l'ont acceptée pour soutenance publique. Donc le but, c'est pour avoir donc le diplôme de doctorat LMD en physique des matériaux. Donc les membres du jury ici présents donc, sont le professeur M. Boudine Boubker de l'Université de Constantine, M. professeur Touam Tahar de l'Université de Annaba et le professeur MCA, donc le docteur Ohnia Salim de l'Université de Béjaïa, sous la direction donc, scientifique de monsieur le professeur Chelouch Azdi. D'accord? Donc, je vous invite à nous faire une brève présentation d'environ 30 à 40 minutes dans laquelle vous allez exposer les principaux résultats obtenus dans votre recherche. D'accord? Après, donc, on va passer à la séance de questions-réponses. À vous la parole. Donc, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, honorable assistance, bonjour. Donc, dans le cadre passer en relief quelques concepts théoriques utilisés dans le cadre de ma thèse. Ensuite, je vais passer à la partie expérimentale, qui est subdivisée en 6 parties. Dans la première partie, je vais discuter donc de la recherche des paramètres optimaux, notamment de l'effet du solvant sur les propriétés des couches minces d'oxyde de zinc. Les parties suivantes, je vais discuter sur l'influence du dopage des différents éléments plomb, Pb, lithium Li, sodium Na, azote N sur les propriétés des couches minces de ZnO. Puis, la 6e partie, je vais discuter sur l'effet du substrat sur les propriétés des couches minces de ZnO pur de type P. Et je vais terminer avec une conclusion et quelques perspectives. L'essor actuel de la technologie est dû à l'avènement de nouveaux composants optoélectroniques, et la miniaturisation des composants déjà existants. Et cela du fait que les techniques d'élaboration et de caractérisation sont développées et aussi à l'émergence des nouveaux matériaux. La plupart des composants optoélectroniques sont à base de GaN, donc les nitrures de gallium, or que le ZnO a des propriétés bien plus importantes que les nitrures de gallium. Le seul problème, c'est la conduction de type P dans le cas du ZnO qui reste un verrou technologique. La première publication parue sur la conduction de type P de ZnO a été faite par Lander en 1960, qui est une étude purement de simulation théorique. Quant à l'obtention pratique du type P, elle est obtenue pour la première fois par Aoka et al. En 2001. Les résultats restent controversés, puisque la concentration des porteurs de charge ne dépasse pas les 10 puissance 18 cm3, et aussi la mauvaise qualité cristalline des couches minces élaborées, ainsi que le problème d'autocompensation, notamment les vacances d'oxygène et le zinc en position interstitielle. À ce stade, une question s'impose. Comment pallier ce problème de conduction de type P
et pourquoi un tel engouement autour du ZNO. L'oxyde de zinc cristallise sous 3 formes allotropiques. La plus stable est la structure hexagonale Waldite. Donc c'est un semi-conducteur de 6 à large gap direct d'une valeur de 3,37 électronvolts dans le cas du massif. Les études de Rebian et al. Et Angie Cheng-Chin et al. Ont révélé que, sous forme de couche mince, l'énergie de gap varie entre 3,18 et 3,40 électronvolts. Aussi, son excellence énergie de liaison des excitants égale à 60 MeV, fait de lui un candidat prometteur pour des applications en optoélectronique. Il a aussi la propriété de birefringence, car il est uniaxe. Son indice de réfraction sous forme de couche mince varie entre 1,70 et 2. Elle fait partie de la famille des TCO, donc les oxydes transparents conducteurs, peu dopés et les luminescents. On peut le retrouver dans plusieurs applications optoélectroniques, et pour ce faire, on doit élaborer donc des couches minces de type N et de type P d'excellente qualité optique et électrique. Pour ce faire, on doit le doper. Donc il est naturellement de type N car il contient des défauts intrinsèques, mais on peut améliorer la conduction de type N en le dopant avec les éléments aluminium, gallium et indium qui vont substituer les sites de Zn, ou bien chlore et iode en substitution des sites d'oxygène. Concernant le dopage de type P, pour ce faire, il faut créer des niveaux accepteurs peu profonds, ou bien, et cela en le dopant par les groupes 1, donc ceux utilisés dans le cadre de ma thèse, c'est le lithium et le sodium, qui vont occuper les lacunes des sites de zinc. Ou bien, les éléments du groupe 5, donc l'élément utilisé dans le cadre de ma thèse, c'est l'azote, qui va occuper le site d'oxygène. L'approche azote est la plus prometteuse. Aussi, on peut obtenir la conduction de type P dans le ZNO par le codopage, notamment donc azote, aluminium, etc. Il y a aussi la possibilité, d'après les études de Thumisto et al., Yann et al., la possibilité d'obtention de la conduction Zn dans le cadre de ZNO sans dopage en travaillant dans un milieu riche en oxygène. Pour créer des défauts de niveau peu profond, il y a 2 règles pour le choix du dopant adéquat. Notamment, il faut favoriser les conditions de croissance qui vont supprimer la formation des défauts de compensation. Aussi, il faut savoir que les dopants dans les sites cationiques, dans les semi-conducteurs composés, produisent généralement des niveaux accepteurs moins profonds que les dopants dans des sites anioniques. Donc voici un tableau de quelques travaux sur les ZNO de type P par Sol-Gel. Comme on le voit, donc la concentration des porteurs de charge ne dépasse pas les 10 puissance 18 cm3. Donc, afin de répondre à notre problématique, on a élaboré des échantillons. Donc, la première partie, donc, on va étudier l'effet du solvant. Pour ce faire, on a opté pour la méthode Sol-Gel. Sol-Gel, donc, c'est une contraction du mot solution, gélification. C'est une solution colloïdale dont les particules en suspension ont une taille de 1 nanomètre à 1000 nanomètres, qui vont se transformer en gel, ou bien un solide réticulé, par succession de réactions d'hydrolyse et de condensation. Pour ce faire, on a dissolvé notre précurseur acétate de zinc dans l'éthanol, sous agitation magnétique à 60 degrés Celsius, puis on a rajouté le stabilisant MEA avec un rapport R est égal à 1, donc c'est un choix qui n'est pas donc anodin, puisqu'on l'a tiré de nos travaux antérieurs. Après 2 heures d'agitation, on remarque que la solution devient limpide et prête à être déposée avec un deep coater. Donc, on réitère l'opération avec les autres solvants pour étudier leur influence sur les propriétés des couches minces ZNO. Après chaque dépôt, on sèche à 200 degrés Celsius, puis on recuit le tout à 500 degrés Celsius pour densification.
L'épaisseur du film est dictée par l'équation de Landolevitch. On voit clairement qu'elle dépend de donc, sa viscosité, la viscosité de la solution. On a caractérisé les échantillons élaborés par profilométrie de type DICTAC 150. Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant. La plus grande épaisseur est obtenue pour l'éthanol absolu. Les résultats de la DLX montrent que les échantillons élaborés par demi-éthanol et éthanol sont de meilleure qualité cristalline. Le paramètre de maille C et la taille des cristallites est calculé à partir des équations suivantes. Les échantillons sont caractérisés par spectroscopie UV visible. Donc, les résultats ont révélé que les échantillons ont une transmittance qui dépasse 75% et une région de forte transparence dans le domaine visible. Quant au gap, il est peu affecté concernant le demi-toxy, les solvants demi-toxy, acétone, éthanol 96 et isopropanol, et il diminue pour le méthanol et l'éthanol absolu. En vue des résultats, nous avons opté pour l'utilisation de l'éthanol et du demi-toxyéthanol dans la suite de notre travail. Donc, pour étudier l'effet du plan sur les propriétés des couches minces de Z-anneaux, notamment les propriétés de photoluminescence, nous avons élaboré des échantillons de Z-anneaux dopés plan, donc en incorporant le dopant après donc le stabilisant. Ce même protocole est utilisé pour les échantillons donc à venir. La caractérisation par DRX a montré que la qualité cristalline donc augmente tout en augmentant le dopage jusqu'à 5%, puis elle se dégrade d'une manière brutale. Le même comportement est reporté par Valen et Hall. Concernant la taille des cristallites et le paramètre de maille ainsi que la contrainte, elles sont calculées à partir des équations suivantes. Les résultats obtenus sont regroupés dans les figures suivantes. La diminution de la taille des cristallites est due au nouveau centre de nucléation. Concernant l'augmentation constante du paramètre de maille, elle est due à la formation des PBZN. Donc, la topographie de surface des couches minces élaborées sont investiguées par AFM et elles révèlent que les grains sont uniformes et denses et la rugosité, elle est peu affectée par l'augmentation du dopage. Pour vérifier donc la composition chimique de nos échantillons, nous avons opté pour l'analyse EDS. Le rapport PB, donc le rapport PB sur Zn, concorde avec les teneurs en PB incorporées dans notre solution. Les résultats par spectrophotométrie UV visible révèlent donc que la transmittance de nos échantillons dépasse 75% et une région de forte transparence dans le domaine visible et proche infrarouge. L'apparition des ondulations, donc des interférences de type Fabry-Perot, témoigne de l'homogénéité de la surface de nos échantillons. Concernant l'énergie du gap, elle augmente avec l'augmentation de la teneur en PB. Cela est dû à l'augmentation de la contrainte, notamment donc l'augmentation du paramètre C. Ce résultat est aussi obtenu par Kiao et Hall. Concernant la mesure de la photoluminescence, les spectres de photoluminescence mesurés à température ambiante révèlent que le Z-anneau, donc pour l'échantillon non dopé, Z-anneau pur, il y a une forte émission UV et une large bande émission dans le visible, qui est donc la superposition de trois bandes d'émission, donc la verte centrée à 525 nanomètres, la rouge à 620 nanomètres et la proche infrarouge centrée à 700 nanomètres. Concernant les échantillons dopés, ils présentent trois bandes moyennes d'émission, notamment
la bande UV, la verte et l'approche infrarouge. Donc, pour évaluer la qualité optique de nos échantillons, nous avons calculé le rapport et donc l'intensité UV sur l'intensité visible, l'émission visible. Le meilleur rapport obtenu est pour 5%, l'échantillon dopé à 5% Pb. Les mesures par effet Hall ont révélé que nos échantillons sont de plus en plus résistifs tout en augmentant la teneur en Pb et la concentration des porteurs de charge diminue, ce qui peut expliquer ou bien justifier la diminution de l'intensité des bandes d'émission PL. Compte tenu des résultats, le ZNO dopé Pb est un très bon candidat pour des dispositifs luminescents. Pour étudier l'effet du lithium sur les propriétés des couches minces, nous avons élaboré aussi des échantillons lithium, ZNO dopé lithium, et nous avons caractérisé par DLX qui a révélé que la qualité cristalline augmente tout en augmentant, tout en augmentant la concentration ou bien la teneur en Li. La meilleure donc cristallinité est pour l'échantillon dopé à 10%. Les paramètres de maille, le rapport C sur A et la taille des cristallites est calculé avec la méthode Rietveld en utilisant le logiciel MODE. Donc, les résultats obtenus sont dans la figure suivante. Donc, on constate que le rapport C sur A, il est affecté par la teneur en Li. Donc, il y a une déviation de l'arrangement idéal de la structure hexagonale Wurtzit. Ce changement il est dû à la différence de l'électronégativité entre les deux éléments constitutifs. Notamment, ce changement est de plus en plus important du fait que la différence entre l'électronégativité Li et Zn est grande. On constate cela notamment pour l'échantillon dopé à 10%, et cela peut se justifier par la présence ou bien l'augmentation de la densité des défauts Li, Zn. Concernant l'augmentation du rapport C sur A pour l'échantillon 15%, on peut justifier par l'existence de défauts complexes, notamment la présence donc, des défauts complexes LIZN et LII. Donc les mêmes résultats sont rapportés par Osgood et Hall. Donc la morphologie de nos échantillons est investiguée par MEB. Donc elle révèle que les échantillons sont formés à partir de grains sphériques et denses, et ils ont une répartition homogène sur le substrat. Donc la mesure par effet Hall a révélé donc qu'il y a une certaine augmentation de la concentration des porteurs de charge et aussi la diminution de la résistivité. Les meilleures donc, performances sont notées pour l'échantillon dopé à 10%. La diminution de la résistivité et donc peut témoigner de l'amélioration de la cristallinité de l'échantillon dopé à 10%. Et cela parce que donc il y a l'augmentation de la densité des défauts LI-ZN, ce qui est conforté par les résultats de Wang et Hall. Donc, après analyse par spectrophotométrie UV visible, les spectres de transmission ont révélé que la transmittance des échantillons dépasse 72% et atteint 92% dans le domaine visible pour le ZNO dopé 10% lithium. Et l'énergie du gap augmente tout en augmentant la teneur en lithium, puis diminue pour le ZNO dopé 15% lithium. On constate aussi qu'il y a un décalage vers le bleu de l'énergie du gap, et cela peut s'expliquer par l'effet de Bernstein-Moss qui est conforté par Rakesh et Hall et le travail de Jurisic et Hall. Concernant la photoluminescence, on remarque l'absence de l'émission visible, ce qui témoigne de la bonne qualité des échantillons élaborés, notamment la diminution des défauts ou de la densité des défauts VO et ZNI. Aussi la présence de l'émission UV centrée à 385, donc caractéristique de la transition bande à bande. La diminution de cette intensité
jusqu'à l'échantillon dopé à 10%, peut être attribué à l'augmentation de la concentration des trous, ou bien à la conduction de type P. La diminution dans le cas de l'échantillon dopé à 15% est due à la mauvaise qualité cristalline, donc remarquée dans les spectres de DLX. Le décalage vers le bleu de l'émission UV, concernant donc l'échantillon 10% lithium par rapport à celui du pur, est dû à l'augmentation de l'énergie du gap, comme le démontrent les résultats par spectrophotométrie UV visible. Donc, pour étudier l'effet du sodium sur les propriétés des couches minces des ZNO élaborées, nous avons caractérisé nos échantillons donc, par DRX et les résultats obtenus montrent que la meilleure cristallinité est obtenue pour l'échantillon dopé à 3% sodium. Concernant donc la topographie de surface, elle est investiguée par AFM et elle a révélé que les grains donc, ont une répartition homogène et ils sont donc une répartition uniforme. Le film qui est dopé à 3% sodium présente la plus grande RMS. Néanmoins, c'est-à-dire les RMS obtenus dans le cadre de cette étude sont excellents, notamment par la méthode Sol-Gel, ce qui est rare donc, à obtenir. L'investigation par spectrométrie Raman a révélé la présence du pic 737 cm-1 dans les ZNO purs, qui est attribué au mode E2O, caractéristique de la structure hexagonale Wurtzit. Aussi, il a révélé la présence des mêmes pics dans les échantillons dopés, notamment celui centré à 437,7 et 439 cm-1, ce qui révèle que les échantillons dopés ont la même structure, ce qui est en bonne concordance avec les analyses faites par DRX. L'absence des pics 410 et 580 cm-1, donc affectés au mode E1 TO et au mode E1 LO, donc confirme la croissance du paramètre de maille, la croissance des cristallites selon l'axe C. La mesure par efféole révèle que donc, la conduction de type P pour le ZNO dopé à 3% sodium donc, est due à la présence ou bien l'augmentation de la densité des défauts NaZn. La conduction ambiguë, donc Pn, pour le ZNO dopé à 6% sodium, elle est due donc, à l'augmentation des défauts NaI et des complexes NaZn, NaI. Ce même résultat est reporté par Wan et al. La conduction N pour les ZNO dopé 9% est attribuée à l'augmentation de la densité des défauts NaI. Donc les meilleures performances électriques sont attribuées à l'échantillon ZNO dopé à 3% Na. Donc la caractérisation par spectrophotométrie UV visible donc, démontre que la transmission des échantillons est supérieure à 71%. Aussi, une région de forte transparence dans le domaine visible. Aussi, on constate que l'énergie du gap diminue pour l'échantillon dopé à 3%, puis elle augmente pour l'échantillon dopé à 6% et 9%. Cela peut s'expliquer soit par le confinement quantique de taille, ou bien par la conduction de type P de l'échantillon. L'augmentation pour l'échantillon dopé à 6% et 9% peut s'expliquer par l'augmentation de la densité des défauts, notamment les Ni, qui créent des niveaux proches de la bande de conduction. Les spectres de photoluminescence révèlent donc la transmission, une forte transmission UV et l'inexistence de l'émission, donc une émission UV et
l'inexistence de l'émission dans le visible, ce qui témoigne de la très bonne qualité de nos échantillons. L'émission de l'échantillon du ZNO dopé à 3%, centré à 382 nanomètres, est décalée vers le rouge. Cela témoigne de la diminution du gap. Donc, le Patioc, Tripac et Hall attribuent la diminution de l'émission UV à l'augmentation de la concentration en trou ou bien à la conduction de type P, donc de l'échantillon dopé à 3% Na. Pour consolider cette hypothèse, nous avons enregistré des spectres PL à 77K pour l'échantillon ZNO dopé à 3% sodium. Donc, on a fait donc un fit gaussien, donc des fits par des gaussiennes, et on a observé la présence d'une émission donc A0X, donc accepteur neutre, ce qui est confirmé par Liu et Hall. Donc, dans la cinquième partie, nous allons étudier et discuter de l'effet du dopage azote sur les propriétés des couches minces de ZNO. L'analyse par DRX a révélé que la meilleure qualité cristalline est attribuée à l'échantillon dopé 5%. On remarque aussi un décalage vers les petits angles, ce qui témoigne de l'augmentation du paramètre C. L'analyse par spectrophotométrie UV visible révèle que la transmission des échantillons dépasse 75% et aussi une région de forte transparence dans le domaine visible. Quant au gap, on remarque qu'il diminue puis il augmente pour les dopages supérieurs à 5%. Les mesures par effet Hall révèlent que la conduction de type P est due donc à l'augmentation de la densité des défauts NO, notamment pour l'échantillon dopé à 2,5%, 5% et 15%. Concernant l'échantillon dopé à 10%, donc il a une conduction ambiguë, PN, due à l'existence de défauts complexes NO et OI. La faible concentration des porteurs de charge est due au fait qu'on a travaillé dans un milieu riche en oxygène. Donc, pour cela, on a opté pour une autre étude qui est de fixer donc, la teneur en azote à 5% et varier la concentration du sol afin de voir quel est le milieu qui est le plus adéquat pour le dopage azote. Donc pour ce faire, on a caractérisé les échantillons avec l'analyse DLX. Donc cette analyse révèle que la meilleure qualité cristalline est attribuée à l'échantillon élaboré dans un milieu riche en zinc, notamment une concentration de 0,7 m. Et le décalage vers les petits angles est dû au fait que les paramètres de maille C et A augmentent, c'est-à-dire il y a une diminution des défauts V, Zn. Donc, concernant le paramètre de maille C, on voit donc qu'il a la même allure, presque la même allure que le paramètre de maille A. Ils augmentent tous les deux en fonction de la concentration du sol. Donc l'analyse par spectrophotométrie UV visible a révélé que les échantillons ont une transmittance supérieure à 70% et le gap diminue. Donc, ce qui est donc expliqué par la diminution des défauts VZN, ou bien la densité des défauts VZN et OI. La mesure par effet Hall révèle que tous nos échantillons élaborés sont de type P, et aussi on voit clairement l'augmentation de la concentration des porteurs de charge de 10 puissance 18 à 10 puissance 21. Et aussi,
on remarque dans la diminution de la résistivité. Donc, la meilleure performance électrique, donc elle est obtenue pour l'échantillon dopé 5% azote, préparé dans un sol de concentration de 0,7 m, c'est-à-dire un milieu riche en Zn, donc une forte densité des accepteurs NO. Donc la dernière partie, on a voulu donc étudier l'effet du substrat sur les propriétés des couches minces de ZNO pures de type P, mais beaucoup plus, c'est-à-dire d'investiguer le type P sans dopage. Est-il possible d'obtenir la conduction de type P sans dopage? Pour ce faire, on a élaboré les échantillons, puis on les a caractérisés par DRX. On voit que la qualité cristalline dépend du substrat utilisé. La meilleure qualité cristalline est attribuée à l'échantillon élaboré sur quartz. La morphologie indique que, donc le MEB indique que les grains constituant nos échantillons ont une structure donc filière interconnectée. Concernant la mesure par effet Hall, donc l'étude du substrat sur l'effet du substrat sur les propriétés électriques, elle n'a jamais été investiguée donc par Sol-Gel. Donc c'était des méthodes plutôt physiques. Donc on est les premiers à faire l'investigation par la méthode Sol-Gel. Donc la mesure par effet donc Hall a révélé que nos échantillons élaborés, donc purs, sont tous de type P, avec une faible résistivité, une faible mobilité, aussi une grande concentration en porteurs de charge de l'ordre de 10 puissance 21. La conduction de type P est due donc à la présence ou bien à la forte densité des VZN et OI, car on a travaillé dans un milieu riche en oxygène. Les meilleures performances électriques sont pour l'échantillon déposé sur du quartz. Donc les échantillons sont caractérisés par spectrophotométrie UV visible, donc en transmittance pour les échantillons verre et quartz, et en réflexion pour le silicium. La transmission dépasse 80% dans le domaine visible pour tous les échantillons, et le gap est affecté par la nature du substrat utilisé. Les résultats de l'APL à température ambiante révèlent donc une forte émission dans le domaine UV et l'inexistence de l'émission dans le domaine visible, ce qui témoigne de la très bonne qualité cristalline de nos échantillons. Donc cette émission UV est affectée par la nature du substrat. On a ensuite procédé à l'enregistrement des spectres PL à basse température, à 77 K. Puis on a fait un fit gaussien qui a révélé la présence d'une forte émission associée aux accepteurs neutres A0X, responsables de la conduction de type P. Donc, dans le cadre de ma thèse, je suis auteur et co-auteur d'une douzaine de publications. Donc, le travail de recherche mené dans le cadre de cette thèse est réalisé en plusieurs étapes. Après avoir établi les conditions expérimentales optimales permettant l'obtention des couches minces de ZNO de très bonne qualité, on a amélioré la qualité cristalline des couches minces de ZNO pures et dopées. Des couches minces de ZNO dopées, donc par différents dopants Pb, Li, Na et N fortement texturés de conduction P ont pu être élaborées. L'obtention des concentrations en porteurs de charge Nb atteignant les 10 puissance 21 cm moins 3, donc cm3. Des couches minces de ZNO non dopées de type P sont élaborées par Sol-Gel, ont pu être synthétisées. Comme perspective de ce travail, donc l'optimisation des conditions d'obtention de la conduction de type P dans le cas du dopage Li, élaboration d'une jonction PN à base de ZNO seulement,
et essais de codopage ZNO, notamment NAG et CUN. Et je vous remercie de votre attention.